Bonjour, bonsoir à vous tous, c'est Le Monde en 7 et nous sommes le samedi 8 novembre 2025. On va comme d'habitude s'intéresser à quelques sujets marquants de l'actualité de la semaine. Nous irons d'abord du côté du Nigeria pour parler du massacre des chrétiens avec les menaces de Donald Trump qui veut intervenir. Nous parlerons aussi de la Guinée. Le président Mamadou Doumbouya a déposé sa candidature pour la présidentielle du 28 décembre. Du côté du Cameroun, c'est le président Paul Biya qui a prêté serment pour son 8e mandat. Et on finira par le Togo où Faure Gnassingbé mobilise les partenaires pour la paix dans les Grands Lacs. Pour ce samedi, deux invités sont avec moi sur le plateau. Ce ne sont pas des inconnus. D'un côté, il y a Ashraf Ouro-Sama. Bonsoir Ashraf. Bonsoir Monsieur Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Ashraf Ouro-Sama est homme politique, secrétaire général du parti politique PDP, mais également directeur général du cabinet de conseil et d'expertise CREPIA, le centre de recherche des études politiques internationales et administratives. Oui. Face à vous, Akleso Esso, consultant en communication et coach. Bonsoir Akleso. Bonsoir Samuel, bonsoir à mon vieil ami Ashraf, qui est dans le bain de politicien maintenant. Bonsoir à tous les téléspectateurs de niveau. Bon débat à nous tous. Merci d'accepter l'invitation de l'émission. On va commencer, comme je le disais, avec le Nigeria. Le président Bola Tinubu marche sur une ligne de crête depuis que son homologue américain, le président Donald Trump, menace son pays d'une intervention militaire, d'abord par l'intermédiaire de son réseau social Truth Social, vendredi 31 octobre. Puis, face aux journalistes à bord de l'Air Force One, 2 jours plus tard, le président des États-Unis a tonné contre le gouvernement du Nigeria, coupable, selon lui, de tolérer des meurtres de chrétiens commis par les organisations islamistes Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, dans le nord du Nigeria. Ces déclarations choc qui ont été immédiatement assorties d'une menace militaire j'ordonne au ministère de la guerre de se préparer à une éventuelle action. C'est ce qu'a asséné Donald Trump du côté du Nigeria. On tente l'apaisement. Ashraf Ouro-Sama, d'abord la situation même des chrétiens dans le nord du pays, il faut le dire, elle est inquiétante. Oui, la situation elle est très inquiétante. Je crois que les conflits religieux ou confessionnels ne datent pas d'aujourd'hui au Nigeria. C'est un pays qui a connu des expériences douloureuses depuis des années. On a souvent même des conflits même de sécession. Et donc il y a une instabilité permanente dans ce pays-là depuis tant d'années. Et donc aujourd'hui, on assiste également à des massacres, disons, des Nigériens des Nigériens chrétiens. Et au-delà de tout, moi je crois qu'il faut éviter de généraliser ou bien de tirer des conclusions quand même assez partielles. Je crois que toutes les confessions religieuses au Nigeria sont touchées par des massacres régulièrement, que ce soit des athées, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens. Et donc, je crois qu'il ne faut pas avoir une ligne partiale des choses. Et donc, ce pays-là doit retrouver sa splendeur. On sait très bien que constitutionnellement, la liberté religieuse, elle est quand même consacrée au Nigeria. Ce n'est pas un pays religieux. Donc, on a conscience, c'est un pays qui est quand même profondément laïque et qui respecte quand même les libertés religieuses. Et donc, aujourd'hui, on assiste quand même à des affres. Je crois que ce sont des situations qu'il faut déplorer. On voit très bien que ces massacres-là ont suscité quand même l'indignation sur le plan international, et notamment les États-Unis. Vous venez tout juste parler de la sortie de Donald Trump. Donc, je crois que la doctrine des États-Unis ne change pas. On parle de l'extraterritorialité, on parle également de l'interventionnisme américain. Vous savez, c'est une doctrine politique qui est fondée sur l'activisme de la politique étrangère dans les autres pays. Et vous êtes sans savoir que quand vous essayez de voir l'historique de l'interventionnisme américain dans certains pays, vous voyez très bien que la souveraineté des pays ne signifie pas grand-chose. Et donc, c'est pour cette raison que le droit international est souvent très décrié, parce que le principe d'égalité profite à tous les États et il appartient à tous les États de régler des conflits qui font partie de leur ressort territorial. Je veux parler des conflits internes. Donc, je trouve quand même
assez inconvenant des États-Unis d'avoir cette posture-là. Bon, on connaît très bien la psychologie de Donald Trump très souvent, qui a une rhétorique quand même assez guerrière. Et donc, moi, je crois qu'il faut avoir raison garder. Mais je crois qu'au lieu de dénoncer, quand vous prenez par exemple les Nigériens, les autorités nigériennes, au lieu de dénoncer l'attitude ou la posture de Donald Trump, moi je crois qu'il faut trouver des solutions idoines pour régler de toute urgence. Je crois que le Nigeria fait partie de la communauté de la CEDEAO, il appartient également de l'espace d'intégration sous-région de prendre des solutions pour aider ce pays-là à résoudre cette crise-là le plus vite possible. Alors, à Klesso Esso, le Nigeria est confronté à ce genre de situation depuis un moment déjà. Il ne faut pas dire que, et Ashraf le rappelait à bon escient, ce n'est pas uniquement les chrétiens qui sont visés, il y a plusieurs autres confessions religieuses. En même temps, il y a aussi des conflits intercommunautaires qui ne sont pas forcément l'œuvre de terroristes. Donc, on a une situation, je dirais, assez kafkaïenne au Nigeria. Je serais d'emblée d'accord si cela ne s'est arrêté que ces derniers moments. Mais comme Racharaf l'avait dit, les conflits religieux plutôt, ça ne date pas de jour au Nigeria. Et dans ces moments aussi, on est en train de détruire les églises. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois qu'une, deux ou trois églises sont en train d'être vandalisées, ou pour ne pas dire détruites, on ne peut pas forcément parler de mouvement qui n'inclut que les chrétiens. Ici, moi je pense que depuis 20 à 25 ans, il y a eu ces guerres-là, ou ces conflits religieux, où le nord du Nigeria, majoritairement musulman plutôt, on voit beaucoup Arabes de temps en temps faire des incursions. Ces incursions, il y a plus les chrétiens qui sont, on saccage plus les choses des chrétiens, mais on enlève les musulmans pour aller les transformer en État, je sais pas comment, en combattants islamiques, consola. Donc, ces chrétiens qu'on voit attaquer au début, on ne les voit plus, il y en a qui, mais on ne voit même pas qu'on les a libérés, mais les musulmans, par après, on le voit libérer. Je pense que l'histoire, c'est dans tout le monde entier, où vous allez voir même en Égypte 2013, 2017, 2023, les Coptes en Égypte aussi, il y a eu des bombes qu'on a lancées pour nous sur que le cousin de Toy, il y a eu 22 morts, 30 morts d'ici, qu'on sort là. Et également en Chine, où les chrétiens subissent ces mêmes choses. Donc, moi, je pense que ce n'est pas anodin, parce que c'est ici. Il y a une persécution systématique. Il y a 380 millions de chrétiens sur 2,5 milliards de chrétiens qui sont torturés dans le monde. Et actuellement, prenons plutôt entre-temps où Israël, entre la guerre israélo-palestinienne, tout le monde a vu comment on nous a rabattu l'oreille, comme quoi on s'attaque aux Palestiniens, tout ça. Donc, je pense que c'est dans cette poursuite que les États-Unis se mettent, étant donné qu'on a aussi vu, malgré, comme Achard parle de ressort territorial et de droit international, l'Afrique du Sud qui n'a rien à voir de prône de l'heure avec les Palestiniens, ont porté plainte aux Nations Unies par rapport à ça. Donc ça veut dire que les États-Unis aussi peuvent le faire. Il n'y a rien qui est en train de violer le droit d'un État commun. Une fois que vous avez des communautés que vous torturez à votre sein, je pense que les puissances internationales ou bien l'Union internationale intervient. Si seulement le Nigeria ou bien le gouvernement Tinubu avait pris les choses au sérieux, je pense que ça ne devait pas être. Mais déjà on parle de 4 à 5 églises. Déjà, moi je pense que il faut tuer le problème dans l'eau, c'est dans cette ordre d'idée que Donald Trump intervient. Maintenant, les menaces militaires, est-ce que ça va se faire? Je ne pense... On va revenir sur l'aspect des menaces militaires. D'accord. Oui. Ashraf, est-ce que vous iriez dire qu'il y a, j'ai envie de dire, un laxisme de la part des autorités nigérianes par rapport à ce dossier? Non, mais il y a un laxisme quand même assez visible, hein, ça il faut le dire, parce que quand vous avez un État qui manque d'autorité, que ce soit dans les zones urbaines, que dans les zones rurales, on ne peut que assister à des événements de cette nature-là. Moi, je trouve quand même assez décevant. Hein. Il suffit tout simplement de regarder la politique menée par les différents gouvernements, que ce soit Olusegun Obasanjo, que ce soit son successeur Buhari, aujourd'hui Tinubu, on voit très bien que l'État a du mal vraiment à asseoir son autorité. Vous avez une certaine anarchie généralisée. Vous avez des individus qui font plier l'État. Je crois que l'État est totalement absent. Donc je crois que l'État
nigérien doit être vraiment repensé. Moi, je crois moi, je crois profondément à un mécanisme constitutionnel qui permet de régler des litiges. Je crois que le Nigeria est un État fédéral. Et donc, mais je crois que ce mécanisme constitutionnel n'est pas très bien appliqué. Parce que quand vous avez des États fédérés avec une autorité de l'État bien assis, on peut régler des conflits de cette nature-là de manière diligente. Donc, je crois que l'État est quand même assez lax. Il faut repenser l'État nigérien. Il faut redonner le pouvoir aux autorités administratives. Je veux parler des dépositaires de la puissance publique, tous ceux qui peuvent faire asseoir l'autorité de l'État sur le plan du territoire. Bon, je vais chuter par là en rebondissant sur ce que mon débatteur vient de dire. Moi, je crois que nous avons quand même des valeurs universelles. Lorsque on assiste à des massacres sur des territoires plus ou moins lointains, je crois qu'on a tout à fait le droit. On a la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, que ce soit la compétence matérielle de la Cour pénale internationale est très connue, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale peut engager la responsabilité pénale des auteurs des infractions. Vous avez donné l'exemple de l'Afrique du Sud dans le conflit israélo-palestinien qui a porté plainte. Donc, les États-Unis peuvent également avoir cette posture-là en entamant cette démarche. Mais pas une intervention. Moi, je crois que dans le droit international, une intervention militaire doit se faire sur la base d'une résolution des Nations Unies. Les États-Unis ne peuvent pas faire abstraction des résolutions onusiennes pour intervenir dans un État. Je suis extrêmement désolé. On parle du gendarme du monde. Oui, on parle du gendarme du monde, c'est une expression, mais c'est en toute violation du droit international. À partir du moment où on a décidé de ratifier ou d'approuver des traités, on doit rester. Je crois que la légalité internationale doit primer. La primauté doit primer. Donc, il n'appartient pas aux États-Unis d'intervenir militairement dans un État. Je peux comprendre que des actes de cette nature-là choquent le milieu conservateur américain, mais voilà, il y a la légalité internationale. On ne peut pas faire abstraction de cette légalité-là pour intervenir dans un État souverain. Je suis désolé. Donald Trump dit clairement, si l'administration nigériane ne fait rien, nous interviendrons. C'est sa phrase exacte. Il dit, soit le gouvernement nigérien protège les chrétiens, soit nous tuerons les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités. Quelque part, parce que le gouvernement nigérien est engagé dans une guerre contre le terrorisme, avoir l'appui des militaires américains ne serait pas de refus. Moi, je pense que si le gouvernement nigérien fait tout pour combattre les terroristes, l'idée américaine est la bienvenue, étant donné qu'ils ont dit, soit le gouvernement nigérien fait tout pour le mettre. Donc, ils auront des appuis militaires qu'on soit là. Mais au moment où ils vont se taire, je pense que c'est là où il y a problème. N'oublions pas qu'à partir de 2021, je pense, il y avait même une interdiction au Nigeria de ne plus produire des films à caractère religieux où le christianisme domine la tradition. On a interdit cela. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne date pas d'horreur, c'est préparé psychologiquement. Puisqu'on a carrément interdit aux acteurs qui montrent que c'est comme si le diable est dans la tradition qu'on soit. Ils ont interdit ça. Donc, ce genre de choses, moi je l'ai déjà vu, je me suis dit que je l'ai déjà compris, que ça peut amener quelque chose qui n'est pas bien. Mais je pense qu'Achraf doit aussi comprendre la notion de gendarme. Quand on dit gendarme, le gendarme ne prend pas autorisation avant de faire. Oui, non, c'est pas parce qu'on est gendarme du monde. Non, c'est pourquoi je le dis. C'est un État souverain. Oui, je ne refuse pas, sauf que ces États ne sont pas souverains. Nous voyons les incursions de la Chine au niveau de Hong Kong qu'on sort là, et des fois même dans la main de Chine où on sait qu'il y a le droit international. Au coin de ces pays ne respectent le droit international. Donc ce n'est pas même la première fois. Les États-Unis ont largué des missiles en Iran et qu'on sort là sans demander l'avis des uns des autres. C'est pas grave. Mais mon problème exact, c'est que je voudrais qu'on comprenne que une fois qu'une communauté est menacée et que les voies normales ne sont pas respectées, les voies normales ici, c'est l'État, la procédure étatique pour mettre fin au problème n'a pas été déclenchée. C'est comme si vous avez parlé du laxisme. Moi, je pense que c'est un laisser-faire total. Parce que le Nigeria est quand même un
pays bien outillé militairement. Donc, il peut faire des interventions pour faire une bonne fois pour toutes à Saint-Romain. Et quand on dit à quelques kilomètres de Lagos, des fois même dans des banlieues de Lagos, on a fait ça. Je ne peux pas dire que l'État veut dire qu'ils n'ont pas le moyen. Donc, si les États-Unis, d'abord, je pense que c'est une menace d'abord verbale, pour voir quelle sera la réaction du gouvernement. Mais si le gouvernement laisse faire, et tel qu'on connaît Donald Trump, je suis sûr qu'il va le faire. Mon problème ici, c'est que c'est la première fois que je vois, c'est une communauté noire qui est un problème que les Américains interviennent. Très souvent, dans la plupart des pays, ce n'est pas la population noire qui est ici, c'est le peuple noir sur un sol noir, un sol africain, et ils veulent intervenir. Donc c'est là où moi je trouve le caractère spécial de cela. Peut-être que étant un pays plus musulmans que chrétiens, on trouve que le Nigeria devait protéger des vies. Et aussi, n'oublions pas que tout ce qui s'est passé autour de panafricanisme, c'est de le moment aussi, a ses effets dedans. Parce que vous allez voir, il y en a, c'est au nom du panafricanisme, ils disent carrément que si on est l'Africain en retard, c'est à cause du christianisme. Comme si les châteaux, le développement, même aux États-Unis, quand les pays ont évolué comme ça, c'est une autre religion, à part le christianisme qui les a aidés. Donc, moi, je pense que le problème est d'abord religieux et ensuite social. Donc, il faudrait que le Nigeria comprenne que la première poursuite des Américains, c'est pour aider le Nigeria à combattre le terrorisme. Non, moi, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Le droit international régit les relations entre les États. Je parlais de la légalité internationale. Je reviens, je cite la charte des Nations Unies du 26 juin 1945, l'article 2 alinéa 1, qui dit clairement que tous les États s'abstiennent d'employer des mesures coercitives, que ce soit de nature militaire ou économique, contre les États. Et que de telles incursions dans les États doivent se faire sur la base des résolutions onusiennes. Donc à partir de ce moment, aucun État ne peut intervenir militairement. L'invasion russe en Ukraine a respecté ce traité. Donc, non, mais au-delà, non, mais la violation de la règle internationale ne doit pas être la norme. Nous devons décrier cela. Ce n'est pas parce qu'il y a des États qui manifestent une volonté de puissance qu'on doit ériger cela en norme. C'est ce que je dis. La légalité internationale doit primer. Je crois qu'aujourd'hui, il faut interpeller les autorités nigériane, il faut restaurer l'autorité de l'État sur le territoire national, il faut combattre tous ces mouvements sécessionnistes, tous ces mouvements terroristes-là qui mettent la quiétude des populations à mal. Est-ce qu'il ne suffisait pas seulement au Nigeria de prendre la position de Donald Trump comme une main tendue ? Non, mais je crois que le gouvernement nigérien l'a compris. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une ouverture du gouvernement Tinubu pour des négociations avec les États-Unis. Si éventuellement les États-Unis décident d'apporter une aide militaire, je précise, une aide militaire ou logistique au Nigeria pour combattre les ennemis de l'État. Moi, je crois que c'est du pain béni pour eux. Je crois que le gouvernement est quand même assez ouvert. Je crois qu'ils ne sont pas réfractaires. Il faut comprendre, vous avez parlé de la menace verbale. Est-ce que les États-Unis peuvent opérationnaliser les menaces qu'ils viennent d'édicter? Je crois que, pour moi, à mon humble avis, non. Mais peut-être que c'est une invitation aux autorités nigériennes de prendre des mesures idoines. Voilà. Justement, il faut aussi chercher, parce qu'avec Donald Trump, lorsqu'il s'intéresse à un sujet, on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Le fait pour lui de se prononcer sur la situation des chrétiens au Nigeria, est-ce que c'est anodin? Non, ce n'est pas anodin. Ce que les gens ne comprennent pas par rapport aux puissances étrangères ou aux puissances militaires, c'est que des fois, ils profitent d'une situation qui n'a pas forcément cette envergure pour venir. N'oublions pas qu'entre-temps, il y avait eu un refus catégorique de vendre le pétrole brut nigérien aux étrangers et les gens ont lutté pour qu'on le donne à Dangote. Donc, vous voyez que dans cette posture, on peut garder ces rancunes et les faire ressortir au moment opportun. Donc, je veux d'abord dire que cette histoire de torture des chrétiens,
Et savoir, on peut le régler au niveau de la CEDEAO, pour ne pas dire au niveau africain. Mais si les Américains aussi interviennent, je pense que c'est aussi pour régler un vieux litige ou une vieille rancune non réglée. Donc, et moi, tel que je le crois, ou tel que je le vois, il peut aller jusqu'au bout. N'oublions pas que le président sud-africain, j'oublie son nom, entre-temps, quand il avait commencé une guerre avec les Blancs, une fois qu'on l'a interpellé deux ou trois fois à la Maison-Blanche, il n'est plus revenu sur cette histoire trop longtemps. Donc, qu'on ne le dise pas, il y a cette menace américaine qui est comme une épée de Damoclès où vous avez de bonnes relations, parce que, et même jusqu'en Chine et consorts, les Américains ont des sanctions qu'ils imposent au pays. Donc, le Nigeria, dans sa position actuelle, n'a pas besoin de ça. Donc, moi, je pense que c'est peut-être qu'il y a encore une ouverture pour le pétrole nigérien. C'est pourquoi il y a cet interventionnisme américain, parce que, comme Al-Shabaab l'avait dit, les chrétiens ne sont pas torturés aujourd'hui. Il y a cette histoire est là depuis longtemps, et il y a les Coptes qui sont encore torturés en Égypte, mais les Américains ne sont pas allés en Égypte pour discerner. Donc, certainement, soit c'est le pétrole, soit il y a encore un nouveau gisement qu'on a découvert là-bas qui est le malheur des Nigériens. Et c'est les propos de Donald Trump interviennent à un moment donné où vous savez que l'Europe, l'Occident est un peu en perte de vitesse dans certains pays africains. Oui. Est-ce qu'il s'agit pour lui aussi de se réimposer, de se repositionner face à la percée russe? Oui, non, mais c'est les implications de la politique étrangère des grandes puissances très souvent. Ils essaient très souvent. Bon, il faut quand même reconnaître que ces dernières années, il y a quand même un regain d'intérêt des États-Unis pour l'Afrique, parce qu'il y a quand même des marchés, à aller chercher, et ce sont stratégiquement également. Vous savez très bien que dans le cadre des Nations Unies, les États-Unis ont besoin d'un certain nombre de soutiens également pour faire passer un certain nombre de résolutions. Donc à partir de ce moment-là, ils sont dans une logique d'opération séduction. Et donc, moi je crois que l'Afrique doit véritablement s'affirmer, parce que c'est qu'en 4 pays, ce n'est pas rien du tout. Nous ne pouvons pas être les vaches à lait des grandes puissances. Nous devons également avoir la volonté de puissance également de s'affirmer sur le plan international et prendre véritablement des positions politiques sur le plan international qui arrangent nos États. Nous ne pouvons pas être fatalistes en continuant de subir le chantage d'un certain nombre de grandes puissances. Vous voyez la politique étrangère de la Chine, de la France, de l'Allemagne, d'un certain nombre de grandes puissances sur le continent. C'est une offensive véritablement sans cesse. Et donc je crois que dans le cadre de l'Union africaine, il faut véritablement réfléchir à une doctrine beaucoup plus offensive. Il ne faut pas toujours rester dans une posture d'attentiste. Je crois qu'il faut avoir une posture offensive si on veut véritablement installer un bras de fer avec ces pays-là. Comme on le dit, les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, et donc nous ne pouvons pas aussi avoir des amis sur le plan international. Il faut véritablement avoir des intérêts partout. D'accord. On va passer au second sujet, c'est la Guinée, avec le dépôt de la candidature du général Mamadi Doumbouya pour la présidentielle. Le président de la transition a donc déposé son dossier quelques heures avant la clôture, avant la date de clôture du dépôt des dossiers pour la présidentielle du 28 décembre prochain. Oui. C'est donc dans l'après-midi du lundi qu'il a franchi le portail de la Cour suprême chargé de recevoir les dossiers. On le sait, Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État le 5 septembre 2021. Il est donc dans la course à la présidentielle qui permettra un retour à l'ordre constitutionnel. Petit problème à Clé-sur-Essau, c'est que Mamadi Doumbouya, à maintes reprises, avait dit qu'il n'allait pas se présenter, et que d'ailleurs la charte de la transition adoptée au lendemain du coup d'État interdisait aux membres du Comité national du Rassemblement pour le développement de se présenter. Que vaut la parole d'un militaire? Non, en fait, je dirais que la parole d'un militaire, surtout les poutis, ça ne vaut rien. Parce que, ouais, on avait déjà débattu cette fois plusieurs fois, si on a dit, les gens ne vont rien produire, ils ne vont rien donner. Ils sont là à faire ce qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est de la comédie, ils jouent, parce que c'est si avec la CEDEAO, ils ont dit que c'est la CEDEAO qui est mauvaise. On voit finalement que la CEDEAO avait raison de ne pas avoir confiance à tout ce que les gens l'ont dit, parce que tout quoi qu'ils aient fait,
ce n'est pas dans l'intérêt de la population. Donc moi, je dis que je ne peux pas m'hasarder à avoir confiance à un militaire, surtout s'il est putschiste, parce que ça n'a rien donné. Imagine ce qu'il est en train de faire. Moi, le comble, ce n'est pas que les militaires, mais les juristes qui sont autour. C'est ceux qui sont assis à la Cour constitutionnelle. Tous ceux-là qui avalent, comme c'est de la bouillie, ils prennent ce genre de choses. Bon, ils ne peuvent pas démissionner. Quelles sont ces énormités? Alors que les gens respectent des juristes parce que ce sont des gens qui arrivent à raisonner. Mais si des juristes voient ça, ils tolèrent ça. Après quelqu'un d'autre va venir faire coup de taille, ils vont encore supporter. Ça n'a pas de sens. Les mêmes personnes, quand on avait fait, ils étaient contents. Aujourd'hui, on a brimé certains. On a même enfermé d'autres. Mais pourquoi la Cour constitutionnelle ne peut pas simplement démissionner et ils sont obligés? C'est quelle partie du droit, c'est quelle partie du droit qui dit qu'il faut cautionner même si c'est pas bien? Je suis conscient que le droit n'est pas justice, mais le droit, il y a la probité morale que le droit prend pour faire la promotion, pour dire qu'au moins, là où le droit est, il y a raison. Mais ici, il n'y a rien du tout. Et vous voyez, dans tous ces pays, les juristes sont tus, les juges sont tus, et ces bêtises se perpétrent. Et moi, je me dis que l'Afrique, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de demander? C'est comme si, c'est normal qu'on ne nous respecte pas sur le plan international. Asrawa dit qu'il faille faire quoi? Rien du tout. Quand vous voyez au niveau de cotisation des Nations Unies, nous sommes ceux qui cotisent moins. Rien du tout. C'est que pour s'imposer militairement, économiquement, console, tu dois avoir les moyens et la puissance. Les deux autres, là, vous pensez que ça ne serait pas nos musulmans? Donc moi, je pense que ce genre de choses, c'est une honte pour l'Afrique, où des gens qui disent que nous ne serons pas, nous n'allons pas déposer candidature, ils le font dans les trois pays. Et l'autre aussi avait fait, le Mali avait fait une chose où on a dit que la population lui donne d'aller. Ibrahim Traoré ici, on dit que la population donne tout ça là, ce n'est pas bien. Vous voyez, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut en Afrique, et les gens avaient cautionné ça. Les gens étaient très contents que cela arrive. Mais je pense que si on était jusqu'à Alpha Condé, qui a fait, si le juriste me permet l'expression, un coup constitutionnel comme ils avaient dit, mais eux ils ont perpétré non seulement un coup d'état militaire, mais un coup d'état constitutionnel à la suite. Donc tout cela, il n'y a rien du tout qui vont donner. Donc moi je pense que les populations ne doivent plus avoir confiance. Le poutisme, ceux qui viennent coup d'état, ils n'ont aucun plan parce qu'ils ne sont pas aguerris en politique. La politique est pour les politiciens. Pourquoi chez les Américains, pour venir faire la politique, tu enlèves ton habit de militaire pour venir dans la politique. Et c'est là le problème chez nous. Donc moi, pour répondre clairement à ta question, c'est que je n'ai confiance en Saint-Jean, en rien du tout. D'accord. Ashraf, vous rappelez ses propos quand il disait qu'il ne sera pas candidat. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'avec à la faveur de la nouvelle constitution, il peut faire acte de candidature, mais j'imagine que le militaire qu'il est, avant qu'il puisse dire par le passé qu'il ne serait pas candidat, il a bien pris la mesure des choses. Non, je crois qu'il a bien pris la mesure des choses, mais il faut faire la différence entre la parole politique et la norme juridique. Est-ce que la parole politique est une norme juridique? Il n'avait pas donné une parole politique, il a donné une parole militaire. Non, mais au-delà de tout... Il n'était pas politicien. Non, au-delà de tout, il incarnait la prééminence institutionnelle. C'était lui qui dirigeait le pays. À partir de ce moment, il a le statut de militaire, mais à partir du moment où il a dit qu'il ne va pas se représenter, c'est une parole politique au-delà de tout. Une fois qu'on a suspendu la Constitution, c'est non plus une parole. Non, c'est une parole politique. Le problème politique. Maintenant, la parole politique n'est pas une norme juridique. La différence fondamentale entre la parole politique et la norme juridique, c'est que la norme juridique est dotée d'une force contraignante. Donc, à partir de ce moment, on ne peut que se compter sur la probité morale de cette personne-là. Si une personne dit une chose aujourd'hui et demain il dit autre chose, cela révèle sa personnalité. Mais au-delà de tout, vous savez, lorsqu'on est à la tête d'un pays, il peut y avoir des événements qui peuvent vous faire changer d'avis, au-delà de tout. Parce que c'est quelqu'un qui dirige ce pays. La Guinée aujourd'hui fait face à un certain nombre de défis, que ce soit sécuritaire, économique et j'en passe. C'est vrai, il avait donné sa parole en disant qu'il n'allait pas se représenter. Et la charte de la transition l'interdisait formellement de se représenter. Maintenant, la Constitution le permet de se représenter. Donc, pour les juristes, il y a ce qu'on appelle le droit positif. Le droit positif, c'est la législation en vigueur dans un pays. La législation en vigueur, la Constitution fait partie de cette législation en vigueur. Donc, à partir de ce moment, la Constitution permet
appartient-il à Doumbouya, au président Doumbouya de se représenter ou pas? Entre la Constitution et la charte de la transition, en termes de primauté, la Constitution prime sur la charte de la transition. À partir de ce moment, Doumbouya peut se représenter. Les règles procédurales de la nouvelle Constitution ont été respectées ou pas? On a eu un référendum qui a été approuvé à 89,36%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une adhésion populaire des Guinéens pour cette nouvelle constitution-là. Donc, moi, je crois que les règles procédurales en amont ont été respectées, mais moi, mon inquiétude, c'est l'organisation des élections. Est-ce que ces élections-là seront libres et transparentes? À partir de ce moment, si les règles du jeu sont respectées, je crois que tous les candidats à ces élections-là pourront faire prévaloir leurs compétences et leur programme de société. Il appartient aux Guinéens de choisir, disons, l'agenda politique, le programme politique, l'offre programmatique le plus convenable pour la destinée de ce pays. Est-ce que vous pensez qu'entre-temps, il y a eu des événements qui l'auraient poussé à revenir sur ce qu'il avait dit? Il y a eu aucun événement. Achraf fait une communication politique, il faut le comprendre ainsi. Sinon, quand il parle de droit, je pense de la communication politique, le droit possible. Lire les événements. Non, tu n'as pas lu les événements. Il y a le droit possible et le droit objectif. C'est le droit objectif qui permet tout ce qu'il a fait, mais le droit possible permet que ce que tu fais, ça va dans l'intérêt général de la population. À chaque fois, vous oubliez qu'en droit, c'est que l'intérêt général prime sur tous les autres intérêts. Donc ici, ce n'est pas l'intérêt général de la population, c'est l'intérêt personnel de ceux qui sont, comment ils appellent, comité de transition, quoi. C'est leur intérêt, ce n'est pas l'intérêt de la population. Rien à dire. Vous n'avez pas autorité de juger selon l'intérêt général ou les intérêts particuliers. Je suis désolé, vous ne les connaissez pas. Une fois que le référendum, on a empêché certaines, surtout l'opposition, d'aller aussi au référendum où on les a menacés que lorsqu'ils vont sortir, ils ont des problèmes et que les gens ne sont pas allés et que ce sont les éléments de Doumbouya qui sont allés faire la campagne pour le référendum et qu'on a accepté ça par la population et qu'on nous a fait croire cela. Donc, une fois que c'est uniquement dans l'intérêt de Doumbouya, ce n'est plus le droit objectif, c'est ce que le droit possible. C'est là où je dis que l'intérêt général n'est pas respecté là-bas. Donc, si c'est dans cette perspective que les choses. Moi, je dis qu'il n'y a eu aucun événement parce que depuis qu'il est venu, il a bloqué tout. Il a cadenassé tout. Il n'y a que lui seul qui dirige. Il est en Guinée comme un dieu. Et même ses collaborateurs, certains commencent à avoir des problèmes. Donc, moi, je me dis que Alpha Achraf fasse comment dire, la cour à la procédure que Doumbouya a adoptée pour essayer de le dédouaner. Il n'y a rien qui est respecté là-bas. Et c'est pourquoi je dis que les politiciens trouvent des mots justes pour des circonstances. Il a même dit qu'un événement aurait... Si quelque chose est arrivé en Guinée, Achraf, vous l'aurez su. Il n'y a rien qui est arrivé pour changer la posture. Seulement que les politiciens, eux, ils ont ce don de lire l'avenir pour savoir que l'acte que je pose demain pour me rattraper. Et c'est pourquoi ils sont en guerre. Les militaires, il n'a pas cette aptitude en lui, c'est pourquoi il avait dit. Maintenant, ça le rattrape. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se dédie. Il n'a pas la parole. Il ne reste pas sa parole. Vous voyez que tous les autres, prenez le Gabonais par exemple, lui, il avait clairement dit qu'il va mettre les choses en nom, et après, il n'a pas mis dans ça, comment ils appellent ça, dans leur constitution au moment du coup d'État, qu'il ne va plus aller. La charte, il n'avait pas dit qu'il ne va pas aller. Donc il a laissé une ouverture, qu'il va reconstruire le pays. Et il est allé ici. Doumbouya serait quelqu'un exemplaire si seulement lui-même ne s'est pas présenté. Mais comme je le dis, le trapé l'a rattrapé. Achraf Bodi, politiquement, je sais qu'il sait que Doumbouya a mal fait. Oui. Non, mais il ne peut pas m'accuser de faire du juridisme de non-sens. Je suis désolé. Je n'ai pas dit que tu fais. Non, mais c'est ce que vous essayez. Je n'ai pas dit ça. Non, je sais que vous essayez de m'accuser. Je dis tout simplement que les règles procédurales d'adoption d'une nouvelle constitution ont été respectées. Il y a un référendum dans ce pays-là qui a été approuvé. Oui, en même temps, référendum quasiment unilatéral. Une opposition. Vous connaissez les principaux partis politiques d'opposition au niveau de la Guinée, l'UFDG, l'UFR, l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, totalement mis hors jeu parce que ces formations sont sous le coup d'une suspension de 90 jours, ce qui les empêche d'ailleurs de présenter des candidats à cette présidentielle. On a l'impression que ce militaire-là, qui serait un super militaire au front, a très peur dans l'arène politique et ne veut pas de véritable concurrent. Non, mais moi je suis d'accord qu'il faut organiser des élections inclusives. Mais moi j'ai un contre-argument par rapport à votre argumentaire, parce que quelle était la posture de ces partis politiques? Parce que ces partis politiques
n'avaient pas l'intention, disons, d'organiser des manifestations pacifiques. Ils étaient dans une logique d'empêcher le référendum. À partir de ce moment, le président Doumbouya doit faire prévaloir l'autorité. Doumbouya empêchait les autres aussi de se manifester quand il était prévaloir l'autorité de l'État. À partir de ce moment, il y a un référendum. Pour moi, il y a une adhésion. Moi, je dis tout simplement que mes inquiétudes, c'est pour le futur. Il faut des élections libres et transparentes et il faut permettre aux candidats de faire prévaloir leur offre programmatique pour les Guinéens. Il appartient aux Guinéens de choisir. Maintenant, par rapport à la parole politique, moi, je crois qu'il appartient aux Guinéens aujourd'hui de sanctionner Doumbouya. S'il s'est dédié, parce que... si c'est transparent et libre, les élections... Oui, effectivement. Si les élections sont libres et transparentes, si les Guinéens estiment qu'au début, il s'est interdit de participer à ces élections et qu'il a changé de cap, il appartient aux Guinéens de le sanctionner dans les urnes. Il ne nous appartient pas de tirer des conclusions hâtives vis-à-vis de cette situation-là. Je crois que les Guinéens sont quand même assez matures pour choisir le président qui peut présider à la destinée de ce pays-là. Donc je crois qu'il y aura... les élections sont prévues pour le 28 décembre, si je ne me trompe pas. Je crois que si Doumbouya est animé d'un sens aigu de l'intérêt général, nous aurons des élections libres et transparentes et nous verrons le candidat que les Guinéens dans leur majorité choisiront dans les urnes. En même temps, le référendum qu'il y a eu il y a quelques semaines a été, disons, le plébiscité. Non, c'est ça, je dis. Une fois que... La nouvelle constitution, je veux dire, a été plébiscitée. Oui, une fois qu'on l'a fait unilatéralement en empêchant l'opposition de manifester, l'opposant historique de la Guinée, c'est lui dans le dialogue. Nous, si dans une élection ou dans un référendum où on ne voit pas le gars là où son parti intervient, ça n'a pas de sens. Et que, comme je le disais à Chéraf, c'est le peuple guinéen qui a choisi Alpha Condé pour présider à la destinée du pays, mais c'est ce qui n'a pas plu Doumbouya. Donc, pourquoi lui, il s'arroge le pouvoir d'empêcher ce que le peuple guinéen a voulu et maintenant, lui pense que les autres ne doivent pas manifester. Ça n'a pas de sens. Donc, ce que vous avez fait, les autres, c'est parce que vous avez le droit. Une n'a qu'à laisser les autres le faire. Et moi, comme je le dis, même, heureusement que Samuel a employé le mot plébiscité. Et donc, ça voudrait dire qu'en fait, le peuple n'a pas de son adhésion. Mais vous confondez très souvent en politique les militants d'un parti et le peuple. Donc, quand le peuple, c'est le militant de... Les militants font partie intégrante du peuple. Oui, sauf qu'il y a un distinguo. Les militants, chaque parti a ses militants. Oui. Maintenant, le peuple, c'est tous les militants de chaque parti qui font le peuple. Une fois qu'on a empêché un parti de laisser ses militants manifester, donc on a empêché une partie de la population. Mais le jour du vote, ils ont exprimé... Comment ils ont exprimé? Une fois que tu n'as pas les papiers, une fois qu'on les a empêchés d'avoir les documents réglementaires pour le faire, comment on les a empêchés? Je ne parle pas, non. Non. Quand on organise... Non, attends. L'élection... Quand on organise... Monsieur Samuel, quand on organise un référendum dans un pays, c'est tout le peuple qui est appelé aux urnes. Ce qui veut dire que tous les partis d'opposition, les militants des partis d'opposition avaient tout à fait le droit d'aller exprimer leur désaccord. C'est qu'en amont, vous savez, un référendum, c'est oui ou non. C'est oui ou non, oui. Mais en amont, vous avez bien pu faire votre campagne politique, mais vous avez empêché le non de faire campagne. Et là, on a un référendum unilatéral. Et quand on a utilisé des astuces pour empêcher les militants de l'opposition pour se manifester, ce n'est pas... On ne dit plus que le peuple a voté. Parce que c'est quand les deux entités sont réunies pour manifester qu'on dit que le peuple a décidé. Vous ne pouvez pas prendre vos militants seuls pour manifester, vous dire que c'est le peuple. Non, c'est quoi? Je dis qu'en politique, il faut que vous, les politiciens, là, vous nous fassiez ce distinguo. Je dis tout simplement qu'ils étaient dans une logique d'empêcher. Lorsque vos militants sortent, que c'est le peuple qui est sorti. Lorsqu'on préside... L'opposition s'y fait cette erreur. Quand les militants de l'opposition s'y sortent, vous allez dire qu'ils disent que le peuple... Donc il faudrait que quand on laisse le champ libre et que des deux partisans, je crois que les partisans du oui ou du non ont eu le temps de faire la pédagogie. Non. Il ne faut pas rentrer dans une logique d'infantilisation des Guinéens. Je crois que les Guinéens ont compris la pertinence de la nouvelle proposition qui leur a été proposée et ils ont approuvé cette constitution. Je suis désolé. Donc ne dites pas, c'est-à-dire que les gens ont voté en conséquence de cause.
Ils connaissent très bien le contenu. Ils connaissent quand même la pertinence. Tu as lu le discours des opposants après le référendum? Non, mais... Ils ne sont pas opposants. Les opposants ne sont pas grillés. Non, mais vous connaissez très bien le score aujourd'hui. D'accord. Leur conscience a été plébiscité. Quand on regarde Achraf, on a l'impression que Mamadi Doumbouya, à travers cette présidentielle, essaye juste un peu j'ai envie de dire, de revenir à l'ordre constitutionnel au mépris de la démocratie. Non, au mépris de l'état de droit, de la démocratie, de tous ces principes-là. Non, pourquoi au mépris de la démocratie et de l'état de droit? Je crois que sous Alpha Condé, tous les présidents président la destinée de ce pays-là également, je ne dis pas qu'il faut ériger ce qui n'est pas normal à la norme. Je crois que ce pays-là a toujours été dirigé au mépris d'un certain nombre de règles de l'état de droit. Donc je crois qu'aujourd'hui, moi je crois profondément à la volonté de Doumbouya quand même de changer des choses. On a quand même un militaire aujourd'hui qui a fait le diagnostic de l'état guinéen et qui essaie quand même de proposer quelque chose quand même d'innovant. Donc moi je dis tout simplement que ce n'est pas véritablement un véritable passage à force. Donc il lui permet aujourd'hui d'organiser des élections conformément aux dispositions de la Constitution et du Code électoral, et on verra après, dès lors qu'il est choisi, on verra s'il va présider au mépris d'un certain nombre de règles constitutionnelles. Je crois qu'il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. C'est pour cette raison que je dis, mon inquiétude c'est pour le futur. Est-ce qu'il y aura des élections libres et transparentes? À partir du moment où les élections ne sont pas libres et transparentes, on peut estimer que c'est au mépris d'un certain nombre de vertus de l'état de droit. Donc je crois qu'il faut lui donner le bénéfice du doute et qu'on verra d'ici le 28 décembre la configuration politique et si ces élections-là seront libres et transparentes ou pas. Dans tous les cas, avec les SOSO, le peuple guinéen a le choix aujourd'hui, à travers cette élection, de sanctionner oui ou non, même si ceux qu'ils auraient aimé, enfin certains qu'ils auraient aimé voir en course n'y sont pas. On a quand même, et pas des moindres, l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté qui est candidat. Vous voyez, le problème c'est que quand on a taillé les électeurs sur mesure, en empêchant ceux qui sont de potentiels militants de l'opposition d'y aller comme il le faut, peu importe ce que l'opposant là-bas allait faire, c'est qu'il aurait pu remporter une meilleure victoire si on a laissé la main libre à toute l'opposition d'y aller. Parce que, comme je l'ai dit, en Afrique, j'ai l'impression que à part, comment on appelle, c'est la Gambie qui est entre Sénégal et la Gambie, Yaya Jammeh. À part lui qui a pu organiser l'élection, on l'a battu. Je pense que les autres, quand ils organisent, c'est eux qui gagnent. Donc, cette poursuite, puisque je l'ai constaté dans toute l'Afrique maintenant, vous allez voir, tout le monde a essayé de museler son opposition, que ce soit le Bénin, le Burkina, tout le monde ne veut pas que les gens... Pas pour les mêmes motifs, pas pour les mêmes motifs. Moi, je peux même dire que c'est le même motif. C'est que juste qu'on ne les empêche pas, qu'on les laisse les mains libres. Donc moi, je me mets à la place du peuple guinéen, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que quand notre Doumbouya est venu, ce qu'il leur avait promis par rapport à ce que Alpha Condé faisait, c'est du pipeau. On disait que le Guinée avec Alpha Condé était mieux. Je ne sais pas là où Achraf a trouvé qu'il a trouvé une stratégie, il innove. Or, dans l'innovation, c'est qu'il y a un changement possible où vous apportez plus que ce qui était. Mais juste à présent, à part suspendre la Constitution, faire l'achat, tout ce qu'il a fait, il y a pas, ça n'arrange pas le revenu du Guinéen. Et nous, vous connaissez les indicateurs économiques de la Guinée aujourd'hui. Vous parlez de la souffrance des Guinéens. C'est facile. C'est facile. Pas les indicateurs. C'est facile de voir ces indicateurs. Vous ne pouvez pas vous prononcer sur de tels sujets. Comme je l'avais dit, nous avons des amis là-bas et il y a des informations qu'on a qui sont précises. Oui, mais il peut avoir une opinion biaisée. Non, ce n'est pas biaisé. L'opinion biaisée, c'est ce que tu donnes par rapport à notre... Non, je suis désolé. Moi, je pense qu'il faut que les choses la changent. Je ne jette pas la fleur à notre frère du Gabon, mais je pense que lui, il a été plus tactique dans ce qu'il a fait. Il a été un tacticien en abordant les choses sur le plan plus, comment dire, général, en acceptant tout le monde au début de faire les choses. Mais ici, il y a des gens qui disent que c'est pas bien. Même ils font pire que ce qu'ils avaient demandé. Monsieur Samuel, je vais rebondir en disant qu'avant même d'aller aux élections, il y a quand même les dossiers
seront examinés par la Cour suprême. Donc, il appartient au juge de la Cour suprême d'examiner des dossiers, d'examiner des dossiers de chaque candidat et d'émettre quand même des décisions favorables ou non défavorables. C'est pour cette raison que moi, je ne suis pas dans cette logique-là qui consiste à décrédibiliser les institutions. Je crois que le problème des Africains, c'est de ne pas faire confiance aux institutions. Je ne dis pas que les institutions sont parfaites. Je dis tout simplement qu'en toute objectivité, on a des juges de la Cour suprême, des juges constitutionnels qui, en âme et conscience, prennent des décisions conformément au droit. Donc, si les juges de la Cour suprême jugent la candidature de Mamadou Doumbia non recevable, ils lui diront tout simplement. Ils ne vont pas dire c'est non recevable. Toi-même, tu le sais. Pourquoi vous tirez de telles conclusions? Non, pourquoi? Au nom de quoi vous tirez de telles conclusions? Les faits sont têtus. Je crois qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, laissons les juges de la Cour suprême. Tout est confondu en Guinée à l'état actuel. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, laissons les juges de la Cour suprême en Guinée, examiner des dossiers. Il y a une incursion de l'exécutif dans le législatif et le judiciaire. Donc, ce n'est plus la séparation. Sur la base de quoi? Nous ne sommes pas dans un système de concentration de pouvoir. Je crois que c'est un État qui a adopté la démocratie libérale. Je crois qu'il y a des vertus de la démocratie libérale aujourd'hui qui sont appliquées en Guinée. On verra ce que diront dans les prochains jours les juges de la Cour suprême. Moi, je refuse de tirer des conclusions définitives parce que je fais confiance aux institutions de la République. Samuel, les institutions même ne veulent pas que le peuple ait confiance en eux. Ce n'est pas que le peuple ne veut pas avoir confiance. Rollis avait dit on a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. La plupart des institutions en Afrique ne sont pas fortes. Ils sont au joug de celui qui dirige. Et il peut les manipuler à tout moment. Quand les gens... Aujourd'hui, quel juge peut dire à Doumbouya que son dossier est irrecevable? Déjà qu'on ne lui avait pas dit ce qu'il fait, qui n'est pas bien, ce qu'il fait, en brimant le droit de tous ses concitoyens, on ne lui a pas dit. Et jusqu'à ce qu'il me dise, moi je ne vois pas ce juge. En Afrique, c'est comme si c'est un royaume où le roi décide de tout. Sinon, le juge l'a nommé. Si le juge là veut respecter le droit dont Achraf fait la promotion ici, je pense que quand ça ne va pas dans l'intérêt général, il doit vous démissionner, mais il ne démissionne pas. Il y a un prophète qui m'a dit un jour qu'il y a deux personnes qui détruisent un pays. Si la personne n'est pas économiste, c'est qu'elle est juriste. Et c'est maintenant que je comprends aujourd'hui. C'est qu'il faut tous les deux personnes qui mettent un pays à mal. C'est soit le juriste, c'est soit l'économiste. Donc, moi, aujourd'hui, je comprends ça. Quand Achraf me dit que tout ce qui se passe en Guinée actuellement est normal, moi, je ne dis pas. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas confiance aux institutions. Il dit que le gars a innové. Quand on a innové, c'est que tout va normal. Il y a une légalité constitutionnelle aujourd'hui. Il y a une légalité constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ou la Cour suprême doit veiller au respect de la légalité constitutionnelle. C'est pour cette raison que je dis il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Quand on nous dit que les institutions ont une posture qui fait que les peuples n'ont pas confiance en elles, mais je suis désolé, il y a quand même des évolutions dans ce pays. Au Kenya, on a vu les juges constitutionnels rejeter les résultats. Et ce n'est pas la Guinée. Tu m'as dit. Je suis désolé. Je ne parle pas de la vous avez généralisé. Non, je n'ai pas généralisé. Je dis si le peuple africain n'a plus confiance aux institutions, c'est que les institutions font tout pour qu'il n'ait pas confiance. Je n'ai pas dit. Il faut dire ce que j'ai dit. Je donne des exemples. En période Covid, on a vu les ordonnances de Mme Dogbé rejetées par la Cour constitutionnelle parce qu'elle ne respectait pas le principe d'égalité des citoyens des Togolais. Je vais dire tout simplement qu'il y a autant d'exemples, c'est-à-dire des juges constitutionnels. En même temps, les gens estiment que les juges font bien leur travail quand ce n'est pas politique. Que ce soit sur les sujets politiques épineux, que ce soit des sujets non politiques, les juges font leur travail. Moi, je dis tout simplement qu'il faut éviter parce qu'en décrédibilisant les institutions, c'est un coup de pression. On n'est pas en train de décrédibiliser les institutions. C'est un coup de pression que vous donnez. Non. Et donc, il faut si les juges là sont indépendants, si la Cour constitutionnelle est indépendante, c'est tout. Ils vont faire leur boulot impartialement. Le problème, c'est qu'ils sont dépendants de celui qui les nomme. C'est ça le problème. Non, ils ne sont pas dépendants. Ils ne sont pas dépendants de ce qui leur nomme. Il faut leur donner le temps de prendre des décisions idoines. C'est tout. Pour une dizaine de minutes et on revient derrière pour la deuxième partie.